Du toaster de TST Radio. Aujourd'hui, émission un peu spéciale puisque la claque de Caro se développe pour cette saison 2 où elle nous présente, je crois pour l'une des premières fois, un invité où donc vous allez devoir, vous, en tant que spectateur, vous projeter à Rouen en 2035 et c'est donc de ça que nous allons parler, débattre et nous questionner. Ça va, Caro ? Ça va très très bien, merci. Et toi ? Ça va. On se remet doucement de la maladie, mais tout va bien. Notre cher invité, bonjour. Bonjour. Valentin Rasserand-Lambrec, pour le présenter. Oui, j'allais te dire. Pardon. Non. Vous allez bien ? Très bien, et vous ? Très très bien, je vous remercie. Je vais laisser, comme on dit, le bébé à Caroline, et puis je te laisse pour ton émission. Oui, merci beaucoup. Effectivement, ce soir, c'est un petit peu plus prospectif. On se projette dans l'avenir. Normalement, je sabre l'actualité. Pourtant, donc, on va revenir sur la journée du 22 septembre, enfin la soirée, lors de laquelle, à la Lotoile, vous avez présenté une consultation citoyenne, le compte-rendu de cette consultation citoyenne. Alors, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur cette consultation ? En quoi est-ce qu'elle a consisté ? Quels étaient ses objectifs ? Bien sûr. Alors effectivement, on a lancé une grande consultation citoyenne. Alors elle a été organisée globalement du printemps au début de l'été. On l'a terminée au 1er juillet. L'idée était vraiment pour la section du Parti Socialiste de Rouen et le groupe Fier de Rouen, qui aujourd'hui est majoritaire à la ville, était d'aller vers les Rouennaises et les Rouennais au maximum pour écouter à la fois leur vision de la ville, du territoire, des projets, des politiques menées, mais aussi de voir où est-ce qu'on pouvait aller pour la suite, quel grand projet pour un long terme ici à Rouen, et puis plus concrètement, comment est-ce que demain on travaille tous ensemble pour améliorer le cadre de vie. Et globalement, donc, vous présentiez lors de cette soirée le nombre de réponses que vous avez eues et vous en étiez plutôt satisfait, 926 réponses. Exactement, 926 réponses et près de 1000. Alors on n'est pas un institut de sondage bien sûr, et il y a évidemment des biais statistiques, il y a une méthodologie qui évidemment ne permet pas d'avoir une représentation parfaite de la réalité, il faut bien l'avoir en tête et le prendre en compte. Néanmoins, 926 répondants, c'est quand même statistiquement représentatif. D'autant qu'on a réussi, c'est une petite fierté, à toucher tous les quartiers de la ville, absolument tous, et sans disproportion. C'est-à-dire qu'on n'a pas un quartier qui a plus répondu qu'un autre. On a vraiment tous les quartiers qui ont été touchés, et on n'a pas identifié de corrélation entre une thématique spécifique ou un désaccord spécifique, par exemple, et un quartier. C'est-à-dire que tous les quartiers ont globalement eu des réponses qui s'interprètent de manière assez homogène à l'échelle de la ville, ce qui permet quand même d'avoir des enseignements qui sont relativement solides et en tout cas assez engageants. Oui, 54%, donc plus d'un Rouennais sur deux se dit quand même globalement satisfait, avec des axes un petit peu prioritaires les uns les autres. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur les grands axes qui se sont dessinés de cette consultation ? Alors quand vous dites un Rouennais sur deux est plutôt satisfait, en fait on n'a pas posé la question. On n'a pas posé la question parce que l'idée était d'être le plus juste possible par rapport au ressenti des Rouennaises et des Rouennais, et on a posé des questions qui étaient assez factuelles. Soit des questions qualitatives, soit des questions quantitatives, et on a essayé de mesurer tout ça. Alors très concrètement, quand vous dites plus ou moins satisfait, etc. du bilan, la question qui se rapproche peut-être le plus, c'était à quel point êtes-vous heureuse ou heureux de vivre à Rouen ? Et on avait proposé aux Rouennaises et aux Rouennais qui participaient de répondre en répondant avec des étoiles, de 1 à 5 étoiles. On est quand même bien loin d'une question de bilan là. Et dans les réponses, on a globalement... Et du mouvement 5 étoiles. qui n'a absolument rien à voir. Mais on est effectivement, on a plus de 80% des répondants qui ont mis au moins 3 étoiles. Oui. Et alors on a c'est vrai 54% qui ont mis 4 ou 5 étoiles. Voilà, donc là Exactement. c'est vraiment les Voilà. gens qui sont quand même plutôt très satisfaits. Ce sont en tous les cas des répondants qui affirment être très heureux de vivre à Rouen, et ça c'est un très bon point par rapport à la dynamique générale de la ville, effectivement. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est de voir soit les corrélations par rapport aux projets qui sont proposés par les répondants en fonction du nombre d'étoiles qui sont effectivement présentées, en fonction du nombre de la capacité qu'ont les gens à dire qu'ils sont très heureux de vivre à Rouen ou pas. Mais ce qui est surtout le plus intéressant, c'est de creuser derrière les différents projets. Quels sont les projets qui vont être parfois mal compris? Quels sont les projets qui, au contraire, vont être des vraies réussites?
Juste après cette question, on a posé 2 grandes questions. Quelles sont les plus belles réussites de l'équipe municipale et du maire, Nicolas Maillard-Rossignol, et quels sont, selon vous, à l'inverse, les échecs de la mairie? Et les réponses sont intéressantes, parce que là, pour le coup, on a une mise en relation avec des thématiques précises et avec des projets identifiés. Et est-ce que les réussites identifiées et à l'inverse les échecs identifiés, vous y attendiez un petit peu ou est-ce qu'il y a eu des surprises dans les résultats? Je ne sais pas si on peut parler de surprise. En revanche, il y a un point qui ressort qui est assez frappant. C'est la capacité qu'ont les plus belles réussites à répondre aux plus grands échecs. Je m'explique. Quand on demande dans cette analyse, dans cette grande consultation, quelles sont les plus belles réussites, on a un nombre très important de réponses qui vont porter sur les grands aménagements du territoire, par exemple les grandes réussites, la Légende de la Croix ou l'aménagement de l'Agora qui remplace l'ancien panorama XXL, etc., etc. Mais aussi un gros volet qui est très important sur les questions des mobilités, avec les mobilités durables, le développement des vélos, les services slow vélo, les pistes cyclables, les transports en commun. On a énormément d'actions qui sont très 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 positivement vues sur les questions des mobilités durables. Et quand on prend le pendant, quels sont les plus grands échecs du mandat, eh bien on a des personnes qui vont au contraire considérer que ce qu'on a fait en termes d'avancée sur les questions des mobilités, on peut avoir des impacts, par exemple sur le stationnement. Alors en réalité, il faut être beaucoup plus nuancé que cela. Mais c'est compris de cette manière-là. Et donc, on a derrière des personnes qui vont considérer que nos plus grandes réussites sont aussi nos plus grands échecs. Ce que ça veut surtout dire, c'est que, d'une part, ce sont parfois des mesures qui sont clivantes, mais ce sont aussi celles qui font parfois avancer un peu le monde en termes de progrès pour l'environnement, pour la qualité de l'air. Et je rappelle d'ailleurs que la qualité de l'air s'améliore à Rouen et on a eu la plus belle progression de France sur les 5 années passées. Après, mais bientôt, on n'aura plus de statistiques aussi pour montrer tout ça. Alors oui, on dénonce aussi fermement le fait que le département de la Seine-Maritime, avec sa majorité de droite, se retire, se désengage de son soutien financier à Atmo Normandie. Pour rappel, il a divisé son soutien financier par 2 dès 2025, il se retire totalement en 2026, alors qu'il y avait déjà une convention pluriannuelle et que le département de la Seine-Maritime est l'un des plus exposés de France au sujet de pollution de l'air. C'est une situation complètement scandaleuse. Tout à fait. On est effectivement d'accord. Puis on ne peut pas produire de statistiques si on n'a pas de quoi les produire. D'ailleurs, en parlant de statistiques, vous présentiez donc un petit peu les grandes thématiques, ce qui ressortait dans les résultats de la consultation. Et vous avez évoqué que comme axe prioritaire, on avait la sécurité, puis le climat, l'environnement et enfin les mobilités. La sécurité, il y a eu beaucoup de choses qui ont été publiées récemment dans les journaux sur cet aspect-là sécuritaire, un manque de sécurité à Rouen. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu dessus? Est-ce que Rouen est véritablement la 4e ville la plus insécuritaire de France? Alors effectivement, je peux revenir sur ce classement précis, qui a une méthodologie qui est très particulière et je vais y revenir. Néanmoins, avant, je veux quand même confirmer 2 choses. D'une part, il ne faut jamais nier des sujets d'insécurité. Il y en a dans des villes. Évidemment, il faut les dénoncer et il faut tout faire pour combattre l'insécurité avec des moyens. Est-ce que la ville de Rouen a mis les moyens? Et est-ce que la ville de Rouen est mobilisée sur le sujet? Moi, je veux tout de suite écarter des rumeurs ou ce que vous sous-entendez, à savoir la ville n'aurait pas assez agi. Absolument pas. Il ne faut pas l'entendre comme ça, je le rappelle. Si on prend ne serait-ce que 3 sujets. D'une part, les questions des caméras, de vidéoprotection notamment. En début de mandat, on avait 40 caméras. Alors quand je parle de caméras, je parle de mâts de caméras. C'est-à-dire que c'est un point caméra. C'est pas le nombre de boîtiers qui filment en réalité. On avait 40 mâts de caméras en début de mandat. Toutes ces données sont publiques sur le site de la ville de Rouen. On peut voir en direct là où elles sont positionnées et où elles étaient. On avait 40 mâts. Et aujourd'hui, alors qu'en début de mandat, il y avait des quartiers qui n'étaient même pas équipés de vidéoprotection, aujourd'hui on est à 125. Ça fait donc une augmentation x3 du nombre de caméras depuis le début du mandat sur la ville. Et on continue. Chaque année, on installe 20 à 21 caméras par an, tout au long du mandat et depuis le début du mandat. Donc le développement des caméras est un sujet qui effectivement c'est une action forte qui est portée par la ville et on continue de le faire. Ensuite, en termes d'effectifs, je le rappelle aussi, on a augmenté les effectifs de la police municipale. On les a augmentés de 33%. On est passé de 54 à 65 policiers municipaux et policières municipales.
Tout ça nous a permis, d'une part, d'avoir plus de moyens pour la police municipale, mais aussi très concrètement de créer une brigade de nuit. Je le rappelle, on peut maintenant mobiliser, demander de l'aide à la brigade de nuit de la police municipale, notamment quand on a des nuisances sonores, très tardives, etc. La brigade de nuit est mobilisée jusqu'à 3h45 du matin sur le terrain. Et il faut appeler pour cela le 17 au cœur de la nuit. Mais c'est bien la brigade de nuit qui est envoyée. On a aussi créé une brigade cynophile avec un chien qui appelle souvent dans les quartiers qui peuvent être un peu compliqués ou dans une situation qui est un peu compliquée, parce que le chien a un rôle d'apaisement assez majeur dans ces situations. Et on est vraiment dans une volonté de donner plus de moyens à la police municipale. Rouen n'a jamais donné autant de moyens à la police municipale. En revanche, il y a un vrai retard sur la sécurité parce que l'État n'est pas au rendez-vous. La réalité, c'est que le territoire de Rouen, la ville de Rouen, manque de plus de 100 policiers nationaux. Et que gouvernement après gouvernement, on a des promesses de policiers qui arrivent ou qui n'arrivent pas. La réalité factuelle, c'est qu'avec plusieurs élus, on manifeste, parfois devant la préfecture, parfois devant le commissariat, pour demander plus de policiers nationaux, parce qu'on a besoin de ces moyens-là. Oui, non, je crois que... Et je n'étais pas revenu effectivement sur la question du classement que vous avez évoqué, qui positionnerait Rouen comme 4e ville la plus dangereuse de France, etc. Alors, il faut toujours prendre toutes les statistiques avec des pincettes. Et notamment celui-ci, parce que la méthodologie a un biais majeur. Je m'explique. Je crois qu'on est d'accord pour considérer que des faits d'insécurité viennent d'un bassin de vie. Les faits d'insécurité qui sont à Rouen ne viennent pas que de Rouennaises et Rouennais, évidemment. Et c'est valable dans toutes les villes. C'est le bassin de vie qui attire, évidemment, ces faits. Sauf que Rouen a une particularité, c'est que dans la métropole de Rouen, la ville de Rouen est d'une taille plus petite que dans les métropoles comparables. Pour être plus clair, vous prenez la métropole de Lyon, de Montpellier, etc. Vous avez des grandes villes-centres dans des métropoles qui sont un peu plus grandes. À Rouen, c'est l'inverse. Vous avez une petite ville-centre dans une grande métropole. Alors ça peut avoir des répercussions politiques, parce qu'on peut avoir techniquement villes et métropoles qui ne s'entendent pas, et ça a eu un impact réel, et c'est pour ça que je rappelle l'intérêt qui est majeur pour le territoire d'avoir un maire qui est aussi président de la métropole. Mais ça peut aussi avoir des répercussions statistiques. Ça veut dire que si vous prenez le nombre de faits d'incivilité rapportés au nombre d'habitants de la commune, évidemment, ce n'est pas le même si vous prenez l'ensemble du bassin de vie ou la commune-centre qui ne représente qu'une petite partie de la métropole. Et il faut bien l'avoir en tête quand on analyse ensuite le classement. Parce que si vous prenez le même classement, la ville la plus dangereuse à proximité, c'est Tourville. Ce qui n'a évidemment aucun sens, parce qu'à Tourville, vous avez énormément de flux, parce que beaucoup de personnes viennent dans des centres commerciaux. En réalité, il y a beaucoup moins d'habitants, et donc les statistiques sont biaisées. Il faut bien avoir en tête ces éléments-là et prendre ce genre de classement avec des pincettes. Pour nous, ce qui compte, c'est l'action. On donne plus de moyens à la police municipale, on fait ce que l'on peut et on va continuer de le faire au niveau municipal. On attend surtout des actes de l'État. Et en termes d'action, on finira là-dessus. Alors c'est vrai que tout à l'heure, vous avez parlé de l'Agora. J'ai eu le plaisir de participer à cette co-construction avec les citoyens. Est-ce qu'il y a d'autres projets prévus prochainement sur la ville ? Alors oui, vous appuyez un point qui est très important, qui est celui de la participation citoyenne. Et vous avez vu qu'on a, pour l'Agora, mais ce n'est pas le seul projet, permis aux habitantes et aux habitants de participer, de s'impliquer pleinement dans l'élaboration des grands projets d'aménagement. C'est quelque chose que l'on fait toujours. Et d'expérience en fin de mandat, on voit bien que lorsqu'on associe pleinement les citoyennes et les citoyens, les projets sont plus qualitatifs. Ça marche mieux parce que ça répond tout simplement plus fortement aux besoins réels de tel ou tel quartier ou de telle ou telle rue. Et donc, il faut continuer de le faire. Ensuite, il y a plein de grands projets qui ont émergé, ne serait-ce que récemment le parc canal Camille Claudel. Mais on a, après l'Agora, on a eu beaucoup de projets qui ont été engagés dans la ville. Et il faudra continuer de le faire. À l'issue de la grande consultation citoyenne qu'on a pu lancer, on a eu plus de 1000 propositions d'habitantes et d'habitants pour transformer encore la ville. On est en train d'étudier ces différentes propositions. On a lancé des groupes de travail qui vont pouvoir y travailler et réfléchir aux grands projets aménagés et on pourra en reparler ensemble.
Parfait. Merci beaucoup d'être venu chez nous ce soir. Merci à vous. Vraiment. Merci Caroline pour cette interview qui change d'habitude. Et puis on a pu apprendre plein de choses. C'est un peu moins triste que d'habitude. C'est ça, ou alors où on ne sait plus quoi répondre. On se dit, attends, je prends des pincettes parfois. En tout cas, c'était une petite émission aujourd'hui pour tout un tas de causes, mais on vous remercie grandement. On remercie Caroline. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas non plus dans le chat, mais dans les commentaires YouTube, lorsque la rediffusion sera mise, de nous dire, votre point de vue sur Rouen et comment vous imaginez Rouen en 2035. Merci beaucoup. C'était le Toaster de TST Radio. Ciao!